Bonjour tout le monde et bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'entrevue que j'ai faite avec l'économiste Philip Cross et vous donner un peu ma perspective et mon point de vue par rapport à cette entrevue-là. Philippe a dit des choses très intéressantes et importantes pour l'avenir économique de notre pays. Écoutons un extrait de cette entrevue-là et je vous reparle après. I've studied recessions all of my professional life. And one of the major conclusions that comes out of it is that when we're in the middle of a recession, we adopt policies that introduce distortions, especially into the financial and monetary system, that in the short term may actually alleviate the recession, but in the long term begin to create problems that eventually blow up into major problems. Quelles sont ces politiques que les banques centrales et les gouvernements ont adoptées après la crise financière de 2008? Eh bien, la plupart des banques centrales ont adopté une politique de taux d'intérêt artificiellement bas. Ça a été le cas et c'est encore le cas au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et la plupart des banques centrales, plus précisément la Fed, ont adopté une politique d'assouplissement monétaire, d'assouplissement quantitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, c'est créer de la monnaie à partir de rien. C'est d'imprimer de la monnaie. Et ça, bien, en bout de ligne, ça finit toujours par créer de l'inflation. Et les gouvernements, eux, les gouvernements, tant en Europe, aux États-Unis qu'au Canada, ont décidé de créer des déficits pour supposément stimuler l'économie. Et donc, c'est pour ça qu'au Canada, on se retrouve encore avec des déficits. Mais le problème, c'est que ces politiques-là devaient être des politiques de court terme pour sortir de la crise. Et après 10 ans, bien, on est encore avec les mêmes politiques. Et c'est là le danger. On est endetté et il y a toutes sortes d'effets pervers et négatifs qui arrivent à cause de l'adoption de ces politiques-là il y a 10 ans. Et si vous regardez les économistes, si vous écoutez les économistes et regardez la télévision ou lisez les journaux, la plupart des économistes vont dire que c'était les meilleures politiques adoptées et pour stimuler l'économie. Et ils vont vous dire que oui, plus de déficit, plus de dépenses gouvernementales, plus de création monétaire, des bas taux d'intérêt sont très bons pour l'économie et ça permet de stimuler l'économie. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est pas ce qui arrive. C'est plutôt un sédatif pour l'économie. Si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé au Japon, ils ont fait 15 plans de stimulus, 15 plans pour stimuler l'économie en 30 ans. Et quel a été les effets de ces plans-là? Bien, c'est bien simple. Le Japon est le pays le plus endetté au monde maintenant. Et la croissance économique au Japon, elle est anémique, et ça depuis 30 ans. Mais ici, au Canada, après la crise, on a adopté ces politiques-là. Et quel est l'effet négatif de ces politiques-là? Bien, Philip Cross nous en dit un mot. Écoutons-le. Well, the negative impact is that we have tried to stimulate growth with these policies in the short term, but in fact, they didn't work. In fact, if you look at GDP growth per capita over the last 10 years, we've had the worst decade we've had since the 1930s. So in fact, we went into a debt. We brought forward a lot of spending through lower interest rates to create growth. And in fact, it didn't work. So what we ended up doing is we've taken on a great deal of debt. We've created very little income. We don't have a lot to show for this debt. Yeah. And so we were much more vulnerable going into the next downturn because we have this overhang of debt and very low growth coming out of the last downturn. We didn't use this money well to strengthen our economy, to boost fundamental factors that drive growth in the long term, such as productivity, such as innovation. Instead, we've created a lot of bubbles in the housing market. We've created a lot of debt related to housing. We have created a lot of government debt. And as I said, we don't have a lot to show for it. It's not like we invested this in oil and gas or we invested this in government infrastructure. We mostly use this debt to buy groceries. That's never a good recipe in economics.
Comme Philippe l'a bien dit, ces politiques-là n'ont pas marché au Canada comme elles n'auront pas marché non plus au Japon. C'est quoi l'effet de 10 ans de stimulus monétaire et de stimulus budgétaire avec ces déficits-là? Bien, ça fait en sorte que le Canada est le deuxième pays le plus endetté après le Japon. Si on regarde le taux d'endettement par rapport au produit intérieur brut, le taux d'endettement national au Canada, incluant les corporations, les gouvernements provinciaux et fédéraux, ainsi que les familles, bien, le Canada est le deuxième pays le plus endetté, avec un ratio de dette sur le produit intérieur brut de 305 % après le Japon. Et si on compare ce taux-là avec les États-Unis, bien, aux États-Unis, c'est 275 %. En Grande-Bretagne, c'est 250 %. En Allemagne, c'est 80 %. Donc, après 10 ans, ça le fait en sorte que le Canada est le deuxième pays le plus endetté au monde. Et l'impact sur les familles, bien, l'impact sur les familles, si on regarde le même ratio, le ratio de la dette sur le produit intérieur brut, bien, le Canada, les familles canadiennes sont les deuxièmes plus endettées au monde, après le Danemark, avec un taux d'endettement de 115 %. Et si on regarde la moyenne des pays du G20, bien, c'est 59 %. On est au Canada à 100 % un taux d'endettement des ménages, des familles canadiennes. Donc, comme au Japon, après avoir essayé ces politiques-là pendant 30 ans, ça n'a rien fait. Ça a fait en sorte que le Japon soit le pays le plus endetté au monde, comme j'ai dit tout à l'heure, et avec une croissance économique endémique. Bien, au Canada, comme le dit Philippe, bien, ça a été la pire décennie, la dernière décennie, et il faut remonter aux décennies des années 30 pour voir une décennie aussi pire que ça en ce qui concerne la croissance économique. Au Canada, on a eu aussi une croissance économique anémique depuis les 10 dernières années, avec un taux moyen de croissance annuelle de moins de 2 % par année. Bien, c'est des politiques keynésiennes et ces gens-là pensaient qu'avec ces politiques-là, on allait amener la prospérité au Canada. Bien, ça n'a pas marché au Japon, ça ne marchera pas et ça ne marchera pas plus aussi dans le futur au Canada, mais ça n'a pas marché ces 10 dernières années. Et il faut suivre plutôt l'école de pensée autrichienne, les économistes autrichiens comme Hayek, Rothbard, Mises, qui ont écrit des thèses sur ces politiques keynésiennes-là et ils ont démontré que ça ne crée pas de la prospérité. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ces politiques-là créent une distorsion dans l'économie, créent des mauvais investissements parce qu'avec ces taux d'intérêt-là très bas, bien, il y a certains projets qui ne devraient pas être réalisés parce qu'ils ne seraient pas rentables avec des taux d'intérêt normaux. Mais avec des taux d'intérêt artificiellement bas, ces projets-là deviennent faisables, mais en bout de ligne, ils ne sont pas profitables. Et donc, les ressources qui sont quand même limitées ne vont pas pour créer la richesse. Et donc, c'est une distorsion qui est importante dans l'économie. Ça crée aussi des bulles dans le marché immobilier. Vous voyez, les prix des maisons dans les grands centres urbains augmentent. Ça crée aussi des bulles dans le marché de la bourse. Les actions ne cessent d'augmenter. Ça crée aussi des bulles dans le marché des obligations. Et donc, on sait que la création monétaire fait en sorte de créer de l'inflation. Et on va avoir de l'inflation qui va se répercuter dans les prix, mais il y a déjà eu de l'inflation qui se répercute dans ces bulles-là, soit dans le marché immobilier, dans le marché des obligations, dans la bourse. Et ça fait en sorte que c'est pas stable et ces bulles-là, bien, risquent d'éclater. Et lorsqu'elles vont éclater, bien, on risque d'avoir une récession qui va être encore plus dure que la dernière crise financière qu'on a eue en 2008-2009. Et en fin de compte, ces politiques-là de stimulus pour l'économie sont plutôt un sédatif pour l'économie. Et c'est quoi les vraies solutions?
Bien, les vraies solutions se retrouvent un peu dans ce que j'ai dit dans un de mes discours il y a déjà 2 ans. Et j'aimerais vous en lire un paragraphe qui explique un peu la situation dans laquelle on est et ce qu'il faut faire pour faire en sorte de créer de la richesse. Nous ne pouvons pas stimuler l'économie en stimulant la consommation parce que la consommation découle toujours de la production de richesse. Pour le dire simplement, ils ont mis la charrue avant les bœufs. La consommation ne stimule pas la croissance économique, c'est plutôt une conséquence de la croissance. La production précède toujours la consommation. Les consommateurs ne peuvent acheter quelque chose que s'ils ont eux-mêmes produit quelque chose. Nous travaillons, nous produisons, nous sommes payés et ensuite nous consommons. La production de biens et de services stimule l'économie et non la consommation. Donc, pour stimuler l'économie, nous devons avoir des politiques publiques qui inciteront les producteurs et les entrepreneurs à investir et à créer de la richesse. Donc, c'est quoi finalement les solutions? Bien, les solutions, c'est d'adopter des politiques publiques économiques basées sur la liberté d'entreprendre et le libre marché. C'est de faire en sorte d'avoir des taux d'imposition plus bas, tant pour les individus que pour les entrepreneurs, d'abolir l'impôt sur les gains en capitaux au Canada, de faire en sorte d'abolir toutes les subventions aux entreprises et surtout d'être capable d'équilibrer le budget le plus rapidement possible, de faire en sorte aussi d'éliminer toute la réglementation inutile, mais surtout d'avoir un vrai libre-échange au pays. Il y a encore des barrières tarifaires que les provinces imposent. Il faut avoir une union économique au Canada. Et donc, plus de liberté de commerce, un vrai libre-échange au Canada. Et le but, c'est de faire en sorte de libérer l'économie. Et non pas de promouvoir la consommation, mais promouvoir la production de biens et services par les entrepreneurs. Et on sait que la prospérité ne découle pas des dépenses du gouvernement, mais plutôt de l'investissement des entrepreneurs. Donc, c'est l'ensemble de ces politiques que nous prônons au Parti populaire, parce que nous savons que ce n'est pas les dépenses des gouvernements qui créent de la richesse, mais c'est plutôt les investissements des entrepreneurs. Il faut avoir des politiques publiques qui sont pro-investissement, qui vont faire en sorte d'inciter les entrepreneurs à investir. Il faut s'assurer qu'on ait plus de liberté au pays pour donner plus d'opportunités. Donc, nous croyons qu'on doit avoir un gouvernement à Ottawa qui est plus petit, qui intervient moins dans la vie de tous les jours des gens, donc qui ait plus de liberté. Et avec plus de liberté, bien, nous allons être capables d'avoir un pays encore plus libre et plus prospère. Stimulus, stimulus, toujours plus de stimulus. Cette semaine, les banques centrales des États-Unis et du Canada ont réduit leur taux d'intérêt d'1 demi-point à 1 %. Et les gouvernements prévoient déjà dépenser des milliards de dollars avec un autre plan de relance. Mais l'argent facile et les dépenses publiques n'arrêteront pas le coronavirus. Cela ne fera qu'entraîner davantage de distorsions et empêchera l'économie de s'adapter. L'histoire se répète encore une fois. Après la bulle Internet et la bulle immobilière, il y a 2 décennies, les taux d'intérêt ont chuté à près de 0 et les gouvernements ont dépensé beaucoup d'argent pour stimuler l'économie. Depuis, nous semblons avoir des politiques de stimulation économique en permanence. Justin Trudeau a été élu sur la promesse de dépenser plus et de ramener les déficits, même si l'économie est en croissance. Les banques centrales impriment de l'argent tout le temps pour empêcher une baisse du marché boursier. On continue de gonfler la bulle. Les politiciens aiment ça parce que ça crée une illusion de prospérité à court terme. Mais il ne parle jamais des effets négatifs à long terme de toute cette dette et de l'argent facile. L'économie croît de manière durable lorsque les gens épargnent, investissent et innovent.
et non pas lorsque les gouvernements dépensent de l'argent créé par les banques centrales. Pas non plus quand tout le monde est encouragé à s'endetter et acheter des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. On ne peut pas créer de la prospérité en dépensant de l'argent emprunté ou imprimé. Ces propos ne sont peut-être pas populaires dans le cirque politique d'aujourd'hui, mais la seule solution est de revenir à des politiques budgétaires et monétaires saines. Pourrons-nous construire à nouveau d'importants projets d'infrastructure et de développement des ressources naturelles au Canada? Le gouvernement Trudeau fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher. La semaine dernière, les ministres sont parvenus à un accord avec les chefs héréditaires Wet'suwet'en opposés au gazoduc. L'accord reste secret, mais les chefs héréditaires semblent avoir obtenu tout ce qu'ils voulaient. Ça signifie que le gouvernement fédéral a reconnu l'autorité de ces oligarques non élus qui ne parlent qu'au nom d'une minorité de leur communauté. Bien sûr, si des communautés autochtones veulent conserver un rôle aux chefs héréditaires sur la base de leurs traditions, elles sont entièrement libres de le faire. Mais cela ne signifie pas qu'Ottawa doit les reconnaître en tant que représentants légitimes. La grande majorité des Autochtones veulent travailler avec d'autres Canadiens et bénéficier du développement économique. La majorité des Wet'suwet'en ont soutenu démocratiquement le pipeline. Alors, pourquoi ne pas les écouter? Nous avons eu des révolutions dans de nombreux pays occidentaux pour établir des institutions démocratiques. Et maintenant, les libéraux sont sur le point de reconnaître officiellement un système de gouvernance réactionnaire et antidémocratique ici au Canada. Ils disent aux despotes potentiels dans des centaines de communautés autochtones qu'ils auront un droit de veto sur des décisions importantes qui touchent l'ensemble du pays. Les entreprises doivent déjà négocier des accords avec les provinces et les autorités élues des communautés autochtones touchées. Imaginez s'ils ont également besoin du consentement de chefs non élus à partir de maintenant. Eh bien, oubliez les grands projets. Grâce à Justin Trudeau, c'est des milliards de dollars qui sont partis en fumée. Vous avez aimé? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, faites une contribution déductible d'impôt en cliquant sur le lien plus bas et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. À bientôt!